Voici une deuxième nouvelle de Frigyes Karinthy, nouvelle intitulée La femme. Interprète, le comédien Roland Vouillot. Réalisation, Jean-Michel Meyer. J'avais 14 ans. Un soir du mois d'août, je me promenais devant la villa avec Madame Horowitz, qui habitait près de chez nous et qui m'avait pris en amitié. J'étais un enfant aux yeux bleu pâle et à l'époque, je voulais devenir marin. Le mari de Madame Horowitz était parti pour 3 semaines. Elle était seule. Elle portait une robe bleue claire à pois blancs, un ruban à la taille et de larges manches évasées. Le seul souvenir que je garde de son visage, c'est qu'il était ovale, un peu blanc jaunâtre, avec en bas quelques traits pâles translucides. Je ne me rappelle guère plus. Mais alors, je la connaissais bien. En quelques jours, elle était devenue indispensable à cette image nébuleuse et mystérieuse que je me dépeignais du monde et du futur. Au demeurant, je crois qu'elle était belle. C'est peut-être autour de sa bouche que j'ai vu pour la première fois ce trait supérieur et sûr de soi que je recherche depuis lors sur tout visage féminin. Ce trait, je l'attribuais alors à l'intelligence. Car en fait, j'ignorais sa signification. J'avais 14 ans et j'envisageais de partir en mer très loin, aussi loin que possible. En vérité, je peux le reconnaître aujourd'hui. Depuis quelques années, je commence à pressentir que je ne serai pas marin. Il s'agissait en fait du pôle Nord. Mais je n'en ai pas parlé à Madame Horowitz. À Madame Horowitz, j'ai seulement dit loin, aussi loin que possible. La demande que j'avais adressée à l'académie, je la lui ai montrée. Et je lui ai brossé en quelques mots brefs, virils et austères, la vie d'un mousse sur un bateau, comment on l'ensevelit la nuit par temps de tempête, s'il est frappé par la foudre là-haut, dans sa corbeille de vigie. Son corps est joliment déplié, ses jambes attachées, il est lesté d'une pierre, puis plouf. Je ne me suis pas appesanti sur ce sujet, faisant sentir qu'on n'y pouvait rien. Inutile de se lamenter. J'appelais Madame Horowitz Madame avec une certaine bienveillance désabusée. Non sans faire ressortir la relation exceptionnelle établie entre nous deux, ainsi que le fait qu'elle ne devait pas s'effarer de mon cynisme. Elle avait en effet affaire à un homme qui, autrefois, avait lui-même des sentiments, mais que la vie avait endurci et blasé. Le plus souvent, j'étais incisif et satirique. Je m'exprimais en paradoxe, donnant un éclairage un peu sarcastique à toutes les questions et tous les idéaux ayant un jour préoccupé l'humanité. Madame Horowitz répondait gentiment. Sur l'une ou l'autre de mes remarques, son visage était parcouru d'un sourire étonné et surpris, et elle se penchait plus près de moi avec intérêt. Je sentis que mon intelligence l'effarait, et je me tus. Si tu savais qui je suis, pensais-je. Femme intelligente. Elle a une bouche intelligente. Je me répétais ça un soir sur mon oreiller et me sentis d'un coup pris de tremblement. Pendant ce temps, des images ordinaires se succédèrent dans le désordre. Un plan d'eau infini sur fond d'horizon étoilé, un plan d'eau atteignant les étoiles dans le lointain.
Mon avion, le planeur blanc, se préparait commodément dans la pénombre. Il déploya ses ailes et se mit à voguer. Son contour se détachait franchement sur la constellation des Pléiades. Mes deux mains s'agrippèrent au manche à balai et la machine gagna de la hauteur. Les pâles disques des planètes grossirent, celui de Neptune en particulier. Je savais qu'il était composé de nébuleuses. L'eau et la terre ferme ne se sont pas encore séparées dans sa masse gigantesque, et des ombres fantastiques se dessinent dans la densité de ses brumes. Vu de loin, le soleil, astre frémissant, se devine à travers le brouillard. La terre n'est qu'un clignotement minuscule de la taille d'une tête d'épingle dans le firmament lointain et profond. Et c'est alors que pour la première fois, je fus pris d'une douleur lourde et étrange à l'idée qu'elle était loin, si terriblement loin. Et avec étonnement, je repensai à la bouche intelligente et forte que j'avais délaissée. Cela me serra le cœur et je décidai de parler le lendemain à Madame Horowitz, de la mer et des étoiles et de l'initier. Et le lendemain soir, je lui parlais de la mer et des étoiles. Il y avait une sorte de souffrance dans son visage. Dehors, dans le jardin, les abricotiers chargés dormaient déjà. Et à la lumière de la lune, je vis soudainement qu'elle esquissait un sourire. Ce fut un sentiment inconnu. « Je vous ennuie ?» lui demandai-je orgueilleusement. « Pas du tout, » dit-elle en attrapant mes mains et en les caressant. « J'ai seulement pensé à quelque chose. Parlez, Fritzik. C'est très intéressant à propos du système solaire. » Je tendis les bras et je restai debout devant la clôture. « Cette tache sombre, vous voyez, madame, elle est encore inconnue. De toutes les autres, on sait déjà qu'il s'agit d'une étoile ou d'un système solaire. Mais sur cette tache sombre-là, on n'a jamais observé aucune étoile. C'est un trou à travers lequel on peut regarder une noirceur inconnue. Mais un jour, il y aura une machine. » Et je décrivis un arc infini avec mes bras. Ma main frôla sa poitrine en retombant. Je me tus brusquement. Elle prit congé et rentra. Sa robe bleu clair disparut dans les feuillages de la véranda. Alors, je me promenai dans le jardin, sous les abricotiers, les mains dans les poches, et je sifflotais. Au-delà de la clôture, le Danube couleur de plomb était profond. Il ne reflétait que de rares étincelles. La fenêtre du moulin respirait à travers cette torpeur. La stridulation des étoiles était monotone. Grillons et étoiles, je les ai toujours entendus ensemble et je croyais que c'étaient les étoiles qui stridulaient. Je crois que cette fois, elle a vu quelque chose de moi, dis-je solennellement. Et cela me rassura. Dommage que je n'ai pas pu parler des comètes et des aurores boréales. Je m'accoudai à la clôture et j'insérai mon visage, alors doux, fin et enfantin, entre deux lattes. Puis on m'appela et je dus aller me coucher. Pendant que je longeais le sentier, j'avais l'impression de marcher sur du velours. J'étais soulevé de terre par quelque chose d'obscur et de lointain, et je ne sentais pas le poids de mon corps. « Qu'elle est belle !» me dis-je, pris de panique à l'instant où je tirais l'édredon sur ma tête. Je me rappelle l'évanouissement enivrant qui me prit à ce mot. Je nageais dans une huile fraîche et parfumée. C'était la Voie lactée dont j'avais tant parlé. Je déferlais à travers le firmament pur et étoilé, toujours en descendant.
1 heure plus tard, à ma grande surprise et sans aucune transition, je vis l'image suivante. Nous sommes, Madame Horowitz et moi, sur le quai du Danube devant le moulin. Elle se penche en avant et tout à coup, silencieusement, d'un geste flexible et doux, comme si elle ne voulait que mieux s'étirer, elle tombe dans l'eau. Je me lance pour la sauver et je l'attrape par les hanches. Un moment, l'eau nous fait tourner l'un autour de l'autre. Puis je saute à terre, je la traîne derrière moi. Ses yeux sont fermés, sa bouche est à demi ouverte. Je ne peux voir que ses dents du haut. Je la lance sur mon épaule. Sa tête et ses 2 bras pendent dans mon dos. Ses 2 lourds genoux mouillés collent à mon ventre. L'eau tiède dégouline le long de mes jambes. Elle pèse très lourd, je n'en peux plus. Je halète, je trébuche et je m'écroule délibérément. Ses habits se froissent sur ma figure, ça m'étrangle. Je me débats pour me libérer, mais les vêtements mouillés me collent toujours plus à la peau et je râle sans dire un mot. Cette image m'effraya beaucoup. Je faillis m'évanouir de honte quand brusquement je sursautai. Que dirait Madame Horowitz si elle lisait dans mes pensées? L'idée même me paraissait absurde et épouvantable. J'essayais de trouver cela bizarre et comique, d'en rire, mais peine perdue. Mon cœur battait la chamade et le visage de Madame Horowitz m'apparut tout à coup, depuis les ténèbres, si douloureux, si lointain et si secret, que pour un instant je ressentis dans tous mes membres un dégoût et un profond mépris de moi-même. C'était insupportable. Tout à coup, le besoin de faire amende honorable sur le champ et sans délai auprès de Madame Horowitz me saisit, irrésistiblement, dans un empressement à la fois doux et douloureux de m'humilier devant elle. Je dois lui baiser la main ou sa robe, de façon à lui faire comprendre à quel point, à mes yeux, elle est juste et triste et infiniment bonne. Et elle doit immédiatement savoir que c'est à elle que je pensais en parlant des étoiles. Savoir que non, je ne suis pas cynique, et qu'elle est aussi infinie que la Voie lactée, et que tout est merveilleux, et qu'elle va voler aussi, parce que je ne la laisserai certainement pas ici, dans la poussière et dans la tristesse. Oui, elle doit savoir tout cela. Pour être franc et précis, mon émotion n'était pas vraiment un processus sentimental abstrait. Dans un tremblement obscur, je voyais devant moi une image. J'avais le sentiment que je réussirais à parler avec tant de perfection et de profondeur, que Madame Horowitz serait finalement pleinement touchée par l'intensité des choses. Et dans une crise de larmes libératrices, elle poserait sa tête sur mon bras, et moi, je lui caresserais doucement les cheveux. L'instant suivant, j'étais dehors dans la cour. C'est dans l'escalier que je boutonnais ma veste de lustrine. À pas de loup, j'atteignis la véranda de l'autre côté de la cour. Depuis le châtaignier, je vis tout à coup de la lumière. Leurs fenêtres étaient éclairées. Une énorme tension dans ma poitrine faillit me faire demi-tour. La porte s'ouvrit soudainement et je vis une robe bleue se détacher dans la bande lumineuse. Dès lors, je sus que je ne prononcerais pas un seul mot. « Qui est là ?» demanda-t-elle surprise quand elle m'aperçut dans le noir. « Fritzik, et c'est vous ?» répéta-t-elle dans le silence. Je ne répondis pas. J'entendis même un chuintement. Puis elle fut là. Je sentis son corps chaud et mou. « Cher enfant, vous n'êtes pas encore au lit? Mais que faites-vous ici ?» Je ne répondis pas. Ce fut la première fois de ma vie où j'entendis le rire d'une femme. Elle embrassa mon visage et serra un instant ma tête contre sa poitrine. « Imaginez-vous, Fritzik, mon mari est rentré alors que je ne l'attendais pas.
Je cours donc vite chercher du vin. Je restais seul 1 minute. Je regardais par-dessus la clôture et je vis le disque silencieux de Vénus. Le silence régnait dans tout mon corps. Elle revint déjà. « Allez, bonne nuit, Fritzig, et dormez bien. » Elle était pressée. La porte se referma. Et alors, dans le noir, pour la première fois, jaillit dans mon cœur troublé, encore pâle et vacillante, l'intuition lointaine qu'il doit exister quelque chose sur cette terre, quelque chose de plus important que les étoiles et l'infini et les nébuleuses inhospitalières au-delà du système solaire, et que les étoiles et la mer sont peut-être très stupides, tout comme moi. Je voulais dire encore quelque chose. Je savais que je devais encore dire quelque chose. Je partis dans la direction de la fenêtre éclairée, mais elle s'éteignit au même instant et disparut dans le noir. Que se passe-t-il ? Me dis-je, et je m'arrêtai. Que se passe-t-il ? Me répétai-je, entêté et insistant. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Me chuchotai-je une dernière fois, frissonnant et grelottant, d'une voix aussi douce et douloureuse que le vent du soir qui me frappait le visage. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'était-il arrivé ? Enfant maigrichon et transi qui ouvre si grand les yeux maintenant. Que fais-tu là, les lèvres serrées, comme l'homme sauvage devant qui la foudre vient de tomber, méchanceté inconnue terrifiante et menaçante. Allons, viens, ne reste pas planté là devant cette fenêtre. Viens, courons sur la route ou sortons dans les champs. Écoute-moi, je te parle. Ne fixe plus cette fenêtre, partons d'ici. Ceux-là sont stupides et méchants, tu entends ? Mon petit, mon chéri, ils ne sont pas dignes de toi, allons, viens. Ne pense plus à eux, viens. Regarde, tes petits genoux chétifs s'entrechoquent. Que cherches-tu ici ? Regarde-moi dans les yeux. Ne me connais-tu pas ? Moi, je te connais. Toi et toute ton âme. Moi, je t'aime, et je sais qui tu es, mon petit tout fou. Non, 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 c'est toi qui as raison. Les étoiles et la mer, il n'y a que ça qui est vrai, auguste et sublime. Mais tu vois, cela n'en mérite pas tant. On va se débrouiller autrement. Allez, viens, ne reste pas collé à la porte. C'est autrement qu'il faut parler à cette bouche-là. Viens, je te l'apprendrai. Et nous ne sortirons pas en mer, tu entends ? Sûrement pas. Ils ne méritent pas que nous allions en mer pour eux. Ils ne méritent pas le ciel étoilé vers lequel tu as levé ton petit visage assoiffé. Tu vois, moi je les connais. Et je vais te dire quelque chose. Tu vois, c'est de ça qu'il est besoin. Car ils ne sont immergés dans le ciel étoilé que jusqu'à la ceinture, alors que leur visage regarde vers le bas. Avec ses yeux grands ouverts, elle t'a laissé grelotter et transir, dehors, dans le noir. Ce visage que tu avais dessiné dans la constellation des Pléiades. Mon petit, mais rassure-toi. Je connais mieux ce visage et je lis en lui. Il est mauvais, méchant et fourbe. Allez, viens, partons d'ici. Vois-tu mes muscles ? Ils ne sont plus chétifs et fragiles, comme les tiens. Je dois être fort et âpre pour te venger.
C'était La femme, un récit de Frigies Carinthi, lu par le comédien Roland Vouillot.